bonjour à tous. Donc, on va commencer. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont venir entre-temps, mais comme on n'est pas beaucoup, je vous propose de juste faire un petit sondage pour savoir qui est dans la salle. Donc, vous êtes dans quel domaine? Je vais commencer par vous. Alors nous, tous les deux, nous sommes fabricants d'emballages métalliques. Nous sommes chargeurs. On est un groupe français familial, quatrième génération. Fabrication notamment de boîtes de conserve, tout ce qui est produit en fer blanc. France Supply Chain. Voilà. Qu'on ne présente plus. Grande distribution, Auchan, logistique. Green Yellow, efficacité énergétique. Nous sommes dans le e-commerce, au mobilier de maison intérieure extérieure. Bonjour, Retail Textile, Armand-Thierry. Voilà. Et nous, on se connaît. C'est quoi? C'est Mathieu, donc distribution, tout ce qui est thématique agro-industrielle. Parfait. Merci à tous. Venez. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler de facteurs de retour d'investissement sur l'automatisation. Alors, juste brève présentation pour savoir d'où je vous parle. Donc, moi, j'ai fait la première partie de ma carrière dans les télécommunications, hardware puis software. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je fais de la supply chain. J'ai fait de la direction de programme de plateformes logistiques en Chine pendant 10 ans. J'ai construit 4 grosses plateformes entièrement automatisées. Et j'ai fait 6 années chez un éditeur de WMS qui s'appelle Generix. Et ça fait 2 ans et demi que je travaille pour AutoStore en tant que directeur du business développement pour la France. Et AutoStore est donc une société d'origine norvégienne dont le siège est à Oslo. Le bureau français est à Lyon. Les produits sont conçus en Norvège, sont fabriqués en Pologne pour la plupart, les robots et la plupart du matériel. Les bacs sont moulés en France. Alors, je ne vais pas vous asséner une lourde présentation d'AutoStore puisque ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de parler d'automatisation et de parler de facteurs de retour sur investissement pour l'automatisation en général, pas spécialement sur AutoStore. Néanmoins, j'en profite quand même pour faire une petite introduction du système. Voilà, donc cette petite vidéo présente le principe de fonctionnement d'AutoStore. Donc, l'idée, c'est de remplacer le picking sur étagère par du picking automatisé. Donc, on densifie le stockage d'un facteur 4, comme on le voit sur cette vidéo. Les produits sont stockés dans des bacs empilés les uns sur les autres. Les robots circulent au sommet de la grille et font des va-et-vient entre les stations d'injection et les ports de prélèvement. Et c'est ce qu'on appelle du goods to man. L'intérêt de la solution, c'est que c'est un peu comme un Lego et on peut l'installer facilement dans des bâtiments existants, épouser les formes du bâtiment, déporter des ports de prélèvement. Donc, c'est quelque chose qui est très flexible et qui est très souple. AutoStore, alors la solution n'est pas nouvelle puisque en fait, les premiers concepts ont été faits en 1996 et on a commencé à commercialiser sérieusement le produit en 2013. Aujourd'hui, on en est à la 8e génération de robots et nous avons plus de 1150 installations à travers 45 pays. Donc, on est présent sur tous les continents et on a un business model indirect, c'est-à-dire qu'on n'installe pas nos solutions directement. Nous sommes le concepteur, le constructeur et on utilise un réseau d'intégrateurs à travers le monde qui sont certifiés selon les pays. En France, nous avons 6 intégrateurs certifiés qui sont des grands noms de l'automatisation, comme Dematic, Swisslog, Cardex, FIF que tout le monde connaît. Element Logic également, qui est le partenaire historique, et Adameo, qui est positionné sur un marché de la logistique urbaine. Et en fait, on a connu une très très forte croissance. Donc, AutoStore était la première licorne norvégienne en 2017 et on est rentré en bourse en 2020. Alors, le principe de fonctionnement, c'est que pour gagner de la place, on ne perd pas d'espace ni avec des allées d'accès horizontales, puisqu'en fait, les bacs sont prélevés par le dessus du système.
Et on ne perd pas d'espace non plus verticalement, puisque les bacs sont empilés les uns sur les autres sans étagère. Donc il n'y a pas de perte d'espace. Ce qui en fait la solution la plus dense sur le marché. Alors après, je pourrais rentrer dans le détail, mais si on rentre dans le détail plus, ça devient plus long. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours intrigué par le système de creusage, puisque les bacs sont empilés. Donc on se dit toujours comment je fais pour aller chercher le bac qui est au fond. Tout ça fonctionne par une algorithmique très sophistiquée, mais on fonctionne avec les vagues du WMS qu'on reçoit en avance. Et lorsqu'il y a du creusage, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un bac dessous, les robots travaillent en temps masqué, dépilent les bacs dont on n'a pas besoin, ils vont chercher le bac dont on a besoin et l'amènent à une fréquence qui est spécifiée par le client et qui peut aller jusqu'à 4 à 5 secondes entre deux bacs. Ce qui, de toute façon, est une fréquence qu'un opérateur ne peut pas tenir, donc ce n'est pas le sujet. Voilà. Et l'intérêt de la solution, avec sa flexibilité, c'est qu'on peut lui donner toutes les formes, toutes les tailles. Donc, on peut les mettre sur des mezzanines, on peut faire des rectangles, des carrés, on peut faire du multitempérature. Et ça permet également de mettre en œuvre des concepts un peu innovants, du style du stockage avancé dans les magasins, avec du stockage et du pick-up, où on fait aussi ce qu'on appelle les micro-fulfillment, les centres de micro-préparation. Et par la densité du système, ça nous permet de pouvoir stocker des produits, je dirais, au plus proche du consommateur. Alors, rentrons dans le sujet. Donc, le sujet des facteurs de retour sur investissement. L'idée, en fait, de ma présentation, c'est de sortir du schéma traditionnel ETP. C'est-à-dire qu'on a vécu tous, sur les 10-15 dernières années, et bien plus dans l'industrie, des raisonnements de je mets des machines en place parce que je supprime des postes. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le raisonnement des gens qui investissent. Il y a bien d'autres sujets à traiter avec l'automatisation et notamment faire face aux défis quotidiens auxquels font face les gestionnaires d'entrepôts. Alors quels sont ces défis? Alors, un des premiers défis, c'est le manque d'espace. Sur l'automatisation en général, vous allez toujours gagner de l'espace, vous allez densifier votre stockage. Avec AutoStore, c'est un facteur 4, mais avec d'autres solutions, il y a également un facteur de densification. Après, on a un challenge qui est, je dirais, de faire face à une certaine volatilité de l'activité dans des échelles de temps différentes. Donc, je trouve que la temporalité est très, très importante, à savoir qu'en fait, une journée, déjà, n'est pas lisse dans la plupart des entrepôts. Donc, on va avoir des gros coups de bourre peut-être le matin, on va avoir des gros coups de bourre avant de faire partir les camions à 16 heures. Et donc, il va falloir gérer cette fluctuation de l'activité. On va aussi avoir une fluctuation dans la semaine, puisqu'en fait, on a des semaines qui peuvent commencer avec un gros lundi, un creux dans la semaine, un vendredi peut-être très lourd aussi, réapprovisionner les magasins pour le week-end, etc. On a aussi une saisonnalité, donc une question des pics d'activité avec les saisons qu'on connaît, les pics de Noël, le fameux Black Friday, les promos, etc. Donc, on va faire face à une grande fluctuation de l'activité. Et l'automatisation va être un facteur très, très important pour pouvoir faire face à ces pics d'activité bien mieux que ce qu'on ne le ferait avec des ressources. On est aujourd'hui confronté, même maintenant en France, à un problème de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs où il n'est pas facile de recruter des gens, il n'est pas facile de les garder. Et puis, quand on fait face à des pics d'activité, en général, tout le monde les a en même temps. Donc, les agences d'intérimaires sont très sollicitées. Et faire venir 10 intérimaires pour un pic d'activité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire venir pour une seule journée. Et quand c'est des gens qui ne sont pas venus, il faut les former. Donc, ça, ce sont des difficultés qu'on va pouvoir lisser avec l'automatisation, puisqu'en fait, on va pouvoir cracher de la productivité supplémentaire plus facilement qu'avec des ressources humaines. On a un aspect informatique qui est un effet de bord des projets de mécanisation qui souvent font que ça nous oblige à faire le ménage. Donc, la plupart du temps, quand on va faire de la méca, on va commencer par faire un nettoyage des vieilles refs qui prennent la poussière et on se demande si ça vaut le coup de les mettre dedans. Donc, on profite pour faire peut-être de la liquidation de certaines vieilles références.
Ça permet aussi de faire le ménage dans l'informatique. Donc souvent, on se pose la question, bien sûr, il me faut un WMS pour faire tourner la méca. Alors pas forcément, on peut connecter aussi directement un ERP, mais il est quand même conseillé déjà d'avoir un WMS dans n'importe quel entrepôt, hein, ce qui est quand même un outil qui permet déjà en soi de gagner beaucoup de productivité. Et quand on fait ce genre de projet, on va aussi faire le ménage dans les paramétrages du WMS, dans la manière dont on gère ces vagues de préparation, etc. Donc ça, c'est un effet de bord positif sur la productivité de l'entrepôt, au-delà de la simple mécanisation. On va aussi revoir l'ensemble des équipements qui sont liés à l'activité et au process. On va gérer sa volumétrie, je dirais, de manière plus construite, c'est-à-dire essayer d'anticiper un peu les pics d'activité, essayer de planifier, de lisser son activité, faire de la préparation en avance, etc. Cette démarche, vous allez naturellement la mettre en œuvre quand vous allez faire un projet de mécanisation, puisque vous vous posez ces questions-là à l'occasion du projet. Il y a un sujet de croissance qui est aussi un défi. Donc, parfois, alors on voit en e-commerce, par exemple, les acteurs du e-commerce qui ont connu des fortes croissances, où ils se sont retrouvés à faire plus 40, plus 50% d'activité sur des périodes de temps très très courtes. Donc, l'automatisation va aussi apporter une réponse à ça, avec, comme je le disais tout à l'heure, une capacité à gagner en productivité. Après, vous avez un effet de gamme. Donc, selon les six, donc ça va vous aider à choisir le type de solution que vous allez faire. Effet de gamme étant, question numéro 1, largeur de gamme, donc le nombre de références. Et question numéro 2, profondeur du stock, c'est-à-dire combien j'ai de quantité en stock de chaque référence. Et la question se pose, quelles sont les références que je vais mettre dans l'automatisation? Quelles sont les références que je vais garder hors de l'automatisation? Donc, souvent, on raisonne sur des courbes ABC. Et on ne met pas forcément dans l'automatisation les produits qui sont à très très forte rotation, puisque peut-être que c'est quand même encore plus rentable de dépoter une palette que d'aller rentrer des choses dans la méca qui vont ressortir tout de suite. Voilà. Après, il y a l'effet promo. Donc pareil, quand j'ai des produits lancement de nouvelle gamme, donc lancement de nouvelle gamme, on se retrouve dans le textile par exemple avec des gros défis de productivité lorsqu'on lance une nouvelle collection. On va avoir tout un jeu il faut liquider les anciennes collections, les mettre en stock, remettre les nouvelles collections, diffuser une première vague, un first push dans les magasins. Donc ça va aider aussi en mécanisation à gérer ces pics de manière plus sereine. Alors ça, c'est une étude qui est sortie dans MMH, Modern Material Handling, l'année dernière, mais qui reste d'actualité, et qui essayait de hiérarchiser, d'identifier les motivations des investisseurs en automatisation. Alors, c'est sur le marché américain, mais c'est valable également en Europe. Le premier facteur, c'était la capacité de production. Donc, c'est vraiment la capacité à sortir du débit et à faire de la préparation traiter un grand nombre de lignes de commande dans une journée. C'est le facteur numéro 1. Le deuxième facteur, qui était moins vrai jusqu'à il n'y a pas longtemps en France, mais qui était déjà vrai aux États-Unis, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est la difficulté à recruter des gens dans les entrepôts. C'est quand même des métiers qui ne sont pas faciles. Et ce n'est pas facile de garder les bonnes ressources. Et puis, il y a des secteurs, il y a des régions où c'est encore plus difficile. Et il y a aussi une concurrence entre les entrepôts. Quand vous êtes sur un site logistique et que vous avez un entrepôt Amazon qui vient s'installer juste à côté de vous, ça absorbe de la ressource et on se retrouve un petit peu déprivé de ressources. Troisième facteur, amélioration de la productivité. Donc, quand capacité de production, ça va être la capacité à traiter un grand nombre de commandes dans l'ensemble, et la productivité, c'est la capacité par opérateur à générer de la ligne de commande. Donc, typiquement, quand vous êtes en manuel, alors, si on raisonne sur des moyennes, hein, mais en picking traditionnel sur étagère, on va avoir des taux de productivité de l'ordre de 30 à 80 lignes de commande par opérateur par heure. En méca, alors sur l'autostore, on passe classiquement à des 350 lignes par heure par post-opérateur. Donc là, vous avez quand même un facteur de l'ordre de 3 à 4, et ça va être ça
sur la plupart des systèmes d'automatisation. Donc quand même, vous générez plus d'activités avec les mêmes ressources. Après, il y a une réduction des coûts de main-d'œuvre. Donc ça, c'est seulement en facteur numéro 4. Et ça, c'est le raisonnement traditionnel qui consistait à dire, comme on l'a fait dans l'industrie il y a 10-15 ans, j'automatise ma production et donc j'ai moins de bonhommes pour faire le boulot. Ça reste quand même, on ne va pas se mentir, un facteur important à mettre dans la feuille Excel. Et c'est d'ailleurs le plus facile à quantifier. C'est pour ça que souvent l'exercice s'arrête un peu là, c'est-à-dire quand on discute avec les financiers, on va chercher le ROI et on n'a qu'une feuille avec des ETP. Mais en fait, c'est quand même un peu court, jeune homme. Il y a bien d'autres facteurs et bien d'autres bénéfices dans l'automatisation. Après, il y a quand même une amélioration des conditions de travail qu'on va voir également, notamment quand on parle de picking. On voit des entrepôts où les opérateurs font en moyenne une douzaine de kilomètres par jour pour aller récupérer des produits. Quand on est dans des solutions goods to man, c'est-à-dire que le bac à prélever vient vers l'opérateur, il n'a plus à marcher. Il a encore des gestes à faire, il a encore du prélèvement, généralement il fait quelques pas, il se retourne, il porte des produits, mais au lieu de porter des cartons, il porte des produits, donc c'est quand même moins. Donc il y a nettement une réduction des TMS avec des solutions Goodsman. Et puis il y a une notion de qualité qui est le dernier facteur qui est ici, qui est la qualité avec tous les KPIs qu'on voit régulièrement, à savoir picking accuracy, donc la justesse du picking, la justesse du stock, et puis les indicateurs classiques qu'on va trouver dans un entrepôt. Ça, c'est une hiérarchie des facteurs décisionnels. C'est-à-dire les gens qui ont fait une sélection de systèmes de mécanisation, ils ont utilisé un certain nombre de critères. Alors, au-delà du critère classique où vous avez votre feuille Excel avec une partie technique, une partie commerciale, donc là, vous faites un poids entre les deux selon la couleur de l'entreprise, 50-50, 60-40, 40-60, commercial, technique. Et puis, il y a aussi dans les solutions des notions qui sont plus techniques. Donc, il y a la notion de time to value. Alors, excusez-moi, c'est peut-être à moitié traduit. Donc, c'est le temps qu'il faut pour réellement réaliser la valeur théorique que vous avez projeté dans votre système. C'est-à-dire que ça va être lié, par exemple, au délai du projet. Donc, au moment où vous commencez à vous gratter la tête pour dire « est-ce que j'automatise ?», il va quand même avoir une phase de maturation. Donc, vous allez réfléchir à vos opérations. Est-ce que ça vaut le coup ? Faire une veille techno, etc. Essayer de faire des premiers budgets, créer une enveloppe budgétaire, passer au board, la valider, lancer un RFP, etc. Donc là, on est sur un cycle qui finalement ne dépend pas vraiment du mécanicien, mais dépend surtout de votre process interne, de votre process de décision. Est-ce que vous gérez la chose en interne ? Est-ce que vous allez faire appel à des consultants pour vous aider ? Ce qui est, à mon avis, souvent un très très bon investissement qui est le premier. Le premier ROI, il est là, c'est utiliser des consultants. Alors, je ne dis pas ça parce que j'ai fait ça pendant quelques années, mais franchement, vous les remboursez largement parce que les erreurs peuvent coûter cher. On a vu des gens se planter totalement dans leurs prévisions et on a vu aussi des marchés se retourner. Moi, le premier projet que j'ai fait, on était parti sur des hypothèses avec 70% de carton plein dans le flux et 30% de picking au détail. Un an plus tard, quand le projet est parti, le ratio s'était inversé. Donc j'ai divergé. Donc time value, temps pour réaliser. Donc ça va être du coup le délai de livraison va être important. Donc entre le moment où vous avez passé votre commande, le projet démarre, et le moment où vous lancez les opérations, le moment où vous montez en charge, le moment où vous stabilisez vos opérations, où ça tourne comme on voudrait. Total cost of ownership, donc la valeur totale de ce que ça coûte de posséder le produit. Donc là, il y a des aspects maintenance, d'une part. Donc il y a des ratios qu'on utilise. Donc là, le AutoStore est particulièrement intéressant là-dessus parce qu'il n'y a pas besoin d'opérateurs sur site. La plupart des choses sont faites soit par le super utilisateur, soit à distance. Un facteur de rentabilité. Alors, rentabilité, point mort. Alors, en France, on parle souvent de ROI. Alors, c'est un peu un glissement sémantique, parce que Return on Investment, en théorie, c'est quelque chose qui s'exprime en pourcentage annuel. Nous, en France, on utilise le terme ROI pour dire payback, en fait, c'est le point mort.
à quel moment je vais rentrer dans mes sous. Risque financier, donc alors il y a toujours un sujet financier sur l'automatisation. Donc il y a une question de trésorerie, de capacité à financer, de coût de l'argent que vous éventuellement qui est emprunté pour automatiser. Tout ça sont des facteurs qu'il faut prendre en compte. Et là, on va avoir des approches totalement différentes. Je disais qu'on pourrait distinguer entre les groupes familiaux et les grosses boîtes. Donc les grosses boîtes avec des process très je dirais, matures, qui vont avoir la capacité à se financer ou à emprunter. Et puis vous avez des boîtes familiales qui ont réalisé des bénéfices et qui veulent réinvestir dans leur outil de production. Et puis enfin, le coût de transition, il est important aussi. Donc c'est toujours quand même un sujet, c'est-à-dire que vous avez vos opérations actuelles et vous allez transférer vos opérations sur... vous avez la même chose quand vous changez de site, hein. Donc, il faut déménager. Donc, il ne faut pas que je continue à livrer mes clients pendant ce temps. Donc, je peux éventuellement m'arrêter une demi-journée, un week-end, 3 jours, mais pas plus, quoi. Donc, il va falloir gérer cette transition. Et là, toutes les approches sont possibles. Big Bang, je transfère référence par référence, catégorie par produit par catégorie de produit, etc. Donc là, dans le coût de transition, ça va être aussi, est-ce que je prends un nouveau bâtiment? Donc là, c'est relativement plus simple. Mais quand on fait ça dans un bâtiment existant, libérer suffisamment d'espace pour pouvoir mettre votre méca dans un coin et transférer progressivement les références dans votre mécanisation, tout en ayant la capacité, alors grâce à un WMS digne de ce nom, de pouvoir splitter vos commandes. Donc vous recevez une commande, il y a un produit qui est dans la méca et l'autre qui est encore en manuel. Normalement, le WMS doit savoir gérer ça. Donc si on ne sait pas le faire, on le fait à la mano pendant quelques jours. Voilà, donc ça c'est des facteurs de décision. Alors moi ce que j'ai constaté là, c'est finalement je mettrais les facteurs de décision en 4 grosses buckets. La première c'est la stratégie, puisqu'en fait ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui ont investi dans l'automatisation de l'entrepôt il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est les leaders du marché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas simplement investi en se disant je remplace des bonhommes par une machine. Ils ont investi en se disant je mets un outil de production, je vais être plus fort de mes concurrents, je vais avoir une meilleure qualité, je vais avoir une meilleure productivité, je vais gagner de la part de marché. Et ça marche. Le deuxième, c'est l'optimisation opérationnelle. Donc, ça va être ces gains de productivité, de qualité, etc. Il y a un aspect finance. C'est quand même le financier qui va être souvent, à la fin, le décisionnaire ultime. Donc, ça va être est-ce que vous avez la capacité à financer, le coût de ma finance, comment on raisonne, etc. Donc, il y a cette finance. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont plus, je dirais, moins factuels, qui peuvent être simplement, on voit souvent dans les sociétés plus familiales, le propriétaire ou les dirigeants ont envie d'investir ou ils ont trouvé une techno qu'ils adorent. Alors je ne m'en plains pas parce que mon AutoStore c'est une techno sympa et on voit des gens qui craquent déjà sur la techno et qui ont envie de prendre un AutoStore. Mais voilà, donc ça c'est les gros facteurs. Et autre réflexion du vécu, c'est cette mode de l'automatisation qu'il y a eu aussi il y a 10-15 ans, notamment en Allemagne, avec des grosses sociétés qui tartinaient de la méca à la Schaeffer, à la Witron, où vous rentrez dans un entrepôt fantôme où il n'y a que des convoyeurs et ils faisaient ça. Il n'y avait pas de ROI à l'époque, mais ils le faisaient. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces raisonnements-là et aujourd'hui, je dirais, la barrière d'entrée a nettement baissé. Donc, on arrive à automatiser des entrepôts de taille beaucoup plus modeste que ce qu'on faisait avant. Alors, quels sont les retours attendus? Alors, juste, moi, je raisonne plutôt sur le picking ici. Hein. Si on raisonne ici, si on voit les gros points de process dans un entrepôt, vous avez la réception. Donc, en moyenne, on dit que c'est à peu près 5% de main-d'œuvre dédiée à la réception. Il y a le rangement et le réassort, 25% des ressources. Le picking, 50%. Packing, 10%. Et l'expédition, 5%. Et dans le picking, vous avez une partie palette carton et puis vous avez une partie picking à l'unité.
Et en fait, le picking à l'unité, c'est 80% d'utilisation des ressources, qui nous fait en picking à l'unité un ratio de 44%. Donc quand vous agissez là-dessus, en automatisant votre préparation à détail, vous agissez sur quelque chose qui a réellement un impact sur les ressources. Les facteurs pour passer à l'automatisation, ça va être justement de raisonner sur les gains en justesse du stock, la réduction des erreurs de picking, ça va être vrai avec l'ensemble des systèmes, hein. C'est vrai que c'est plus facile de se tromper dans une allée de stockage où il y a plein de petites alvéoles, de prendre un produit dans l'alvéole d'à côté, ou d'en prendre un dans la bonne alvéole, de scanner le code barre d'à côté. Enfin, c'est des erreurs de picking, c'est classique. Donc ça, en automatisation, vous allez le réduire mécaniquement, puisqu'en fait, vous êtes dans un système qui est beaucoup plus bordé et on guide l'opérateur, et l'opérateur a beaucoup moins de chances de se tromper. Je ne dis pas qu'il n'y a plus du tout d'erreur, mais enfin, vous réduisez votre taux d'erreur de manière très importante. Impact des manquants en préparation. Donc, je me rappelle pour avoir fait une petite étude en data science avec mon employeur précédent, on avait fait une étude sur les plus gros facteurs de non-productivité en entrepôt. Et en fait, en picking, c'est clairement le manquant en préparation. Donc, l'opérateur arrive devant une alvéole, il est censé avoir 3 produits en stock, il a une commande de 3 produits à servir, il arrive, il ne reste plus que 2 pièces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, soit on a les capacités à gérer des manquants, du reliquat, faire un deuxième picking, ou alors qu'est-ce que je fais? J'arrête mon truc, je traverse l'entrepôt, je vais voir le chef, et je lui dis, il manque un produit, qu'est-ce que je fais? Et là, le gars, il a perdu 10 minutes, et puis en plus, le chef, il n'est pas là, il faut l'appeler sur son machin, vous voyez l'histoire. Donc l'impact des manquants en préparation est très très gros. Et puis il y a une partie absentéisme, où on se retrouve peut-être potentiellement avec une épidémie de gastro et 3 ou 4 personnes qui ne se présentent pas le matin. Et là, il faut faire la journée. Comment on fait? Et là, c'est compliqué. Voilà. Et là, on va vers une démarche plus, je dirais, proactive et plus agressive. Déjà, un raccourcissement des cycles de commande. Raccourcissement des cycles de commande, ça veut dire aussi une capacité à reculer ce qu'on appelle les cut-off time. Je ne sais jamais comment on traduit ce terme. C'est-à-dire le moment quand vous faites du e-commerce, vous dites que si vous commandez avant 16 heures, je vous livre le lendemain. Et là, avec de l'automatisation, puisque vous préparez plus rapidement, puisqu'il y a aussi toute la chaîne de systèmes d'information qui a été réglée et optimisée, vous faites reculer vos cut-off time et dire je peux prendre des commandes jusqu'à 10 heures du soir et je vous livrerai demain avant midi. Et puis, vous avez une notion de part de marché. Ça, c'est ce que je disais sur la partie stratégie. C'est une notion proactive de dire j'investis pour être meilleur que les autres. Sur les conditions de travail, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, réduction des troubles musculo-squelettiques, du fait que les opérateurs marchent beaucoup moins dans les entrepôts et aussi sont moins amenés à porter des charges lourdes, sont moins amenés à aller chercher des choses sur des étagères qui sont peut-être un petit peu hautes ou un petit peu basses. Et ça, c'est compliqué. Les limites de poids, parce que là, vous ne portez pas l'ensemble du carton, vous portez juste le produit que vous voulez récupérer. Et puis, un aspect nuisance sonore. Alors ça, c'est un atout de l'autostore. Un autostore, ça ne fait pas de bruit. Et ça, c'est quand même très sympa. Les robots se promènent à 6 mètres de hauteur et vous les entendez quasiment pas. En général, ce qui va faire le plus de bruit sur ce genre d'installation, ça va être le réseau de convoyeurs qui va générer une espèce de petit brouhaha permanent dans l'entrepôt. Bon, alors les gens qui travaillent en milieu de production et d'usine ont l'habitude de ça. Il y a même des usines où les gens portent des boules caisses. Mais enfin, là, ce qui est sympa, c'est que si vous êtes sur un entrepôt manuel, vous allez mettre ce type de machine-là et vous n'allez pas avoir cet effet de nuisance sonore. Alors, j'ai évoqué un petit peu la notion de gestion de pic d'activité et de saisonnalité. Donc, je ne vais pas revenir et faire une répétition. Mais souvent, là, on voit sur ce graphique, là, c'est une représentation à la semaine du nombre de lignes de commande à traiter dans un entrepôt, à titre d'exemple. On voit que ça fluctue et on voit qu'il y a des gros pics. Et justement, quels sont les risques? Les risques, c'est quand même de mal évaluer ça. Et c'est aussi de faire son design sur des bonnes hypothèses. Donc, vous avez toujours un sujet, est-ce que j'automatise au pic ou est-ce que j'automatise sur une moyenne?
Donc moi, pour avoir vécu, j'étais en Chine pendant les fameux 11-11, la journée des célibataires, où les e-commerçants faisaient quasiment 50% de leur chiffre d'affaires de l'année en 15 jours. Et là, ils mettaient en place des lieux de picking temporaires. Donc, hop, on louait un entrepôt à côté, on mettait des stations provisoires, des imprimantes, des machins, on déplaçait du stock, on mettait tout dans des cartons, etc. Les gars ne dormaient pas pendant 3-4 jours. C'est compliqué. Donc, quand on fait de la méca, alors on se dit on va tout mettre dans la méca, pas forcément. Il faut bien étudier le type d'activité et si ça vaut le coup de dimensionner l'installation au pic. Et à quel horizon? Puisqu'en fait, à quel horizon on raisonne? Évidemment, au départ, si vous dimensionnez votre installation pour, mettons, 5 ans, alors l'intérêt des solutions aujourd'hui, c'est que les paybacks, les périodes de retour sur investissement sont plus courtes. Donc sur l'AutoStore, on a des ROI, enfin des paybacks les plus courts à de l'ordre de 2 ans. Ça permet quand même de raisonner sur des horizons plus courts. Donc on va se dire, je dimensionne mon système à 5 ans. Donc c'est sûr que pendant les premières années, vous allez avoir de l'extra capacité. Vous allez pouvoir gérer votre pic dans la méca. Après, si vous avez dimensionné au pic à 10 ans, on va trouver un truc avec le facteur qui est quand même le double de ce qu'il faudrait. Donc on peut se demander si les quelques 15 jours, le cap de Noël difficile à passer, je vais le gérer avec une solution de contournement. Et puis l'évolution du business, ça j'en parlais. Une chose importante, en fait, qui est un conseil pour l'avoir vécu, c'est de remettre à jour les hypothèses clés qui ont été à la base de votre décision. Parce qu'en fait, ces hypothèses, elles évoluent. Et en fait, on n'a pas cette hygiène, les gens en général n'ont pas cette hygiène de revoir leurs hypothèses clés. C'est-à-dire, une hypothèse clé, c'est j'ai raisonné sur un coût de main-d'œuvre, j'ai raisonné sur une capacité, sur un espace, etc. Et en fait, je fais mon projet, j'ai un cycle de projet qui va durer, mettons, une petite année. Et puis, en plein milieu de l'année, il se passe quelque chose qui fait que mes hypothèses vont vraiment varier. Le coût de l'énergie, mon coût de l'énergie varie. Donc, j'ai un impact qui est énorme. Et est-ce que je revois mes hypothèses pour me demander si je ne change pas un peu la voilure? Là, l'intérêt, c'est d'avoir des... Alors aujourd'hui, les systèmes, notamment l'AutoStore, sont beaucoup plus flexibles en termes d'extension. Donc là, par exemple, l'AutoStore, vous partez avec une grille d'une certaine taille, vous avez la capacité d'agrandir la grille, vous pouvez ajouter des bacs, vous pouvez ajouter des robots et vous pouvez ajouter des ports de prélèvement ou d'injection en cours d'opération sans arrêter les opérations. Il y a d'autres acteurs qui proposent ça, mais enfin, AutoStore le propose également. Donc j'ai déjà fait un warning sur l'IT. Moi, j'ai fait des ateliers d'interfaçage avec différents mécaniciens pendant quelques temps. C'est quand même un sujet. Pour moi, un projet d'automatisation, c'est avant tout un projet IT. Il ne faut pas l'oublier. Et à la fin, ce qui va, je dirais, excusez-moi pour l'expression, mais ce qui va cracher la perf, ce n'est pas la bécane, c'est l'IT et c'est l'écosystème. C'est pas important que j'ai une aile de mini-load qui me crache 650 bacs à l'heure. Ce qui est important, c'est que tous mes produits soient hackés à 16 heures. Et mes produits, ils ne sont pas forcément que dans le système d'automatisation, ils sont une partie là. Il y a peut-être une partie encore au manuel. Après, j'ai peut-être des hors-gabarits. Je consolide peut-être avec des produits qui viennent d'ailleurs. Il faut que tout ça arrive de manière synchronisée à la bonne heure. Et finalement, on est dans une démarche lean qu'on a mis en place pendant 15 ans dans les usines de production. Et aujourd'hui, cette démarche, elle vient dans les entrepôts et c'est ça qui est important. Et je vais m'arrêter là-dessus. Je vous invite à prendre contact avec moi si vous voulez travailler sur du retour sur investissement. Nous, on a développé un outil. On envoie ici un petit aperçu où on rentre un certain nombre de paramètres dans le système. Et puis, on essaye de calculer un retour sur investissement. On tient compte de plein de paramètres, les segments. Alors, pourquoi le segment? Par exemple, quand on est en textile, on a on connaît à peu près les temps moyens de prélèvement. Donc, par exemple, quand on fait du goods to man, il y a toujours ce qu'on appelle le temps d'opération. C'est-à-dire qu'entre le moment où le bac se présente, l'opérateur a des choses à faire. Donc, soit je peux le rendre minimal, c'est-à-dire qu'il prend juste un produit, il le pose, ou il le prend, il valide, il le pose, il le prend, il est capable de modifier une quantité, il le pose, ou bien il doit faire fermer un carton, étiqueter une étiquette. Donc ça va varier, et ça peut être au plus court 6, 7, 8 secondes,
Mais après, ça peut en général, par exemple en textile, on est sur des moyennes plutôt de l'ordre de 15-20 secondes qu'on observe, hein, parce qu'on a la capacité d'observer, c'est ce qu'on observe. Donc ça, c'est un facteur qui est important à prendre en compte. Et puis après, il y a d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que j'ai un peu déjà débordé sur le timing.